Pourquoi veulent-ils t'exclure de l'école? Ils ont dit qu'ils allaient nous battre avec des bâtons. Pourquoi? À cause de la dette. Faut en parler à papa? C'est à lui qu'il faut demander. Après tout, c'est lui le père. Je suis affamé. Attends un peu. Je suis en train de préparer du riz et du chou. C'est tout ce qu'on a? Du riz et du chou? J'ai vraiment faim. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai faim, imbécile. Bois de l'eau. Voisin, ça va t'aider. Chez nous, on dit Dieu a rangé tous les cadeaux dans un pot. Et ensuite, il s'est rendu dans tous les pays du monde. Mais quand à la fin il est venu au Congo, il était épuisé. Et il a dit, d'accord, donnons-leur ce qui reste dans le pot. Je vais t'aider à faire de la bonne sauce. Tu veux saccager mon plat magnifique? Le Congo était la propriété du roi des Belges, Léopold II. Ce sont les diamants et l'or qui l'intéressaient surtout. Pour avoir l'or et les diamants, il a dû imposer des quotas aux locaux. Du coup, ces gars doivent aller dans la brousse et revenir avec le nombre de kilos qu'on leur a demandé. Si quelqu'un n'a pas ces kilos, disons s'il en manque 2, ils peuvent lui couper un bras par exemple. Il a donc fait des choses monstrueuses, horribles dans ce pays. Je vais sortir fumer. C'est quoi le plaisir de fumer ces fichues cigarettes? Elle me calme. Après le départ des Belges, c'était l'indépendance. Nous sommes devenus libres. Je m'appelle Bernard Kaloumé Bouléry. Je suis né en 1960, l'année de l'indépendance de notre pays. Te voilà de retour. Comment ça va? Attends, d'abord regarde-moi au moins. Mon père travaillait chez Sominki, la compagnie minière belge. C'est donc grâce à l'argent des minéraux qu'on nous nourrissait et nous éduquait. Ma première expérience de guerre, j'avais 7 ans. Avant de partir, les Belges ont pris soin de cacher beaucoup de minéraux. Ensuite, ils ont envoyé des mercenaires pour récupérer tous les minéraux et biens appartenant aux Belges. Ils se sont battus contre l'armée congolaise et toute la population du pays a fui au Congo. Du coup, nous sommes devenus des réfugiés. La guerre a duré 6 mois. Les soldats congolais prenaient alors leur revanche sur les Belges. Ils ont assassiné l'un des présidents de Sominki. Ils lui ont demandé de sortir de son bureau et ils l'ont abattu dans l'escalier. Et vous l'avez vu? Je l'ai vu, je l'ai vu. Ces images m'ont choqué. Je me suis dit que j'allais devenir président un jour et que si j'allais le devenir,
J'essaierai d'arrêter tout cela. J'étais jeune. J'aide les journalistes internationaux qui s'intéressent aux sujets différents. Certaines viennent à cause des minéraux, d'autres à cause des violations des droits de l'homme, des meurtres, de toutes sortes de choses. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Il ne faut pas que mes enfants vivent comme moi. Parce que pour devenir fixeur, il faut passer par beaucoup de souffrances et de dangers. Je demandais Dieu de me donner de la sagesse. De la sagesse pour ne pas enrager trop vite. Et cette qualité m'a beaucoup aidé. J'ai été témoin d'énormément de choses. Donc je sais ce que je fais. Je sais quand il faut s'arrêter. Je sais quelle carte je dois jouer. Parfois, vous devez faire face au diable et aux bonnes personnes en même temps. La majorité de notre population ne sait pas ce qui se passe, même au Congo. Toutes les histoires de crimes, d'insécurité, de vol et de viol au Congo sont liées aux minéraux. C'est un scandale. Ils appellent ça un scandale géopolitique. Parce qu'ici, on a de l'uranium. C'est de l'uranium du Congo qu'ils ont largué sur Hiroshima et Nagasaki. Nous avons du cobalt, nous avons des diamants, nous avons de l'or, du coltan, de la cassitérite, nous avons de la tourmaline. Ici au Congo, nous avons tous les minéraux qu'on peut imaginer. Et bien d'autres encore dont nous n'avons même pas idée. Bugali. Hata Anastasia anakula bugali. Neville, tu as un sacré appétit aujourd'hui. Je vais tout manger. Je vais tout manger. Tu n'as pas fini ton riz. Maman va te donner une claque. Mais je l'ai laissé pour vous, les gars. Donc, vous comprenez, ce pays est un paradis. C'est pour ça que nous ne comprenons pas. Comment est-ce possible que nous soyons toujours pauvres dans notre pays? Fais mon sac, s'il te plaît. Attends, je vais enlever ça. Je vais avoir besoin d'un t-shirt. Vous avez mis la brosse à dents? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de l'argent. Priez pour moi, je serai de retour dans 2 semaines. Sois sage. Ne tombe pas malade comme moi. Je veux demander où est le ministère. Où est le ministère de l'Information? Le département. Oui, désolé, le département de l'Information, tu ne sais pas? Vous savez où est Caritas? Nous allons visiter le ministère des Transports. Il n'existe pas. Le service de renseignement nous a envoyés à l'endroit qui n'existe pas? Personne ne connaît l'endroit, mais ils m'ont envoyé au ministère des Transports et des Communications. Et ils m'ont dit, peut-être que vous pouvez y trouver ces divisions.
Je pense que nous allons finir par le trouver, ou peut-être même par le créer pendant que nous sommes ici. Je n'aime pas Bukavu. Tout le monde se prend pour un chef ici. Après la guerre, à partir de 1967, la vie était bonne. À cette époque, Mobutu entretenait de bonnes relations avec les Européens, avec les pays occidentaux. En 1973, il est allé à l'ONU et il a fait un discours. Et ce discours était le début des problèmes du Congo, parce qu'il a insulté les Blancs. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Puis ils ont dit, d'accord, le Congo ne recevra plus de fonds. Et c'est à ce moment-là que Mobutu a dit à la télé, les gars, nous avons un problème. À partir de maintenant, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Et il a dit aux soldats, je ne peux pas vous donner des armes, ni vous payer des salaires. Alors il a mis les Congolais dans la misère. Donne-moi de l'argent. S'il te plaît, fiche le camp, vieil homme. Nous sommes très occupés et tu ne fais que mendier. Même si tu es dans une voiture, je vais te battre, toi. Toi? Si tu n'étais pas handicapé, je te donnerais une leçon. Allez, sors, je vais te tuer. Allez, on s'en va. Et il s'est mis à m'insulter. Il va me battre. Mais tu n'as pas de jambes. Toute la population est dans la misère. Nos pères n'étaient pas payés. Donc, quand vous êtes à l'administration, avant qu'on vous signe un papier, c'est « donnez-moi 20 $. Vous voyez? Et c'est devenu un système. Pour un petit service ici, tu payes 50 $. Ensuite, ils te demandent 25 de plus pour le patron, tu vois? Le Congo est vraiment malade. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je n'arrivais pas à trouver un emploi. Du coup, je suis parti au Rwanda. Au Rwanda, je travaillais dans des hôtels. C'est là que j'ai commencé à jouer de la musique. J'ai rencontré un groupe de jeunes Congolais. Alors nous avons fondé un groupe de musique. On a eu beaucoup de succès au Rwanda. Au Rwanda, il y a deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Entre eux, c'était très tendu. Parfois, les Hutus prenaient le pouvoir, et parfois c'était l'inverse. Je chantais pour les Hutus et les Tutsis. J'avais des amis Hutus, des amis Tutsis. Je vivais en paix avec ma femme. Elle était magnifique, ma femme. Je l'ai rencontrée grâce à la musique. Un jour, je chantais et puis elle est venue me voir. Elle m'a embrassé et elle m'a dit à l'oreille, je t'aime vraiment. D'accord, je n'ai pas fait attention parce que j'étais un jeune célibataire. Il y avait beaucoup de filles autour de moi. Mais elle a réussi à découvrir où je vivais. Ensuite, elle est venue chez moi 4 jours plus tard. Et puis c'était fini. Je suis tombé amoureux d'elle. Nous avons vécu 8 ans ensemble avant qu'ils ne viennent la tuer. La plupart des victimes ont été blessées par les troupes gouvernementales ou leurs milices alliées, qui abattent systématiquement des civils dans ce qui semble être une tentative d'extermination des 700 000 membres de la tribu minoritaire Tutsi.
Nous sommes restés pendant le génocide. Nous avons tout vu. Personne ne pouvait croire qu'ils allaient tuer jusqu'à près d'1 million de personnes, uniquement parce qu'ils étaient Tutsis. J'étais dans le salon avec mes enfants. On jouait. Je jouais de la guitare avec eux et leur montrais. Elle était dans la cuisine. Et puis 4 miliciens d'Interamwe ont débarqué. Ils étaient bien armés, ils avaient des fusils. Ils ont dit, nous cherchons le serpent qui vit ici. J'ai dit, quel serpent? Quand elle a entendu les voix, elle a cru que c'était mes amis du groupe de musique. Elle a ouvert la porte de la cuisine et l'un d'eux a crié, voilà le serpent que nous cherchons. Alors ils l'ont tirée de la maison, ils voulaient la tuer avec les machettes. Les enfants étaient là et je leur ai dit, s'il vous plaît, au lieu de la tuer avec des machettes et des couteaux, tuez-la avec des balles. Et puis ils ont dit, non, non, on ne tue pas les serpents avec des balles, c'est une perte pour nous. Puis ils ont commencé à l'abattre. J'ai payé 5000 francs rwandais pour qu'il tue ma femme avec des balles. Mais je ne pouvais pas me battre, je ne pouvais rien faire. Les enfants étaient là, je devais emmener les enfants dans la maison. Quand j'ai poussé les enfants à l'intérieur de la maison, ils ont tiré 2 fois. Quand je suis revenu, elle était morte. Et puis ces gens sont partis. C'est ainsi qu'ils l'ont tuée. Je suis désolé. C'est un équipement de plongée utilisé pour chercher de l'or en profondeur sous l'eau. Laisse la moto. Ne la prends pas avec toi. Lâche les freins. Allez, où, touche pas. T'as une vieille moto, toi. Comment peux-tu critiquer cette moto de blanc? C'est une moto qu'ils adorent. À cette époque, j'ai même essayé de chercher ces gars. Les gens qui ont tué ma femme ont traversé la frontière 2 mois après moi, parce qu'ils ont été chassés du pouvoir. Ils ont perdu le contrôle sur le pays. Ils ont dû se réfugier au Congo. Ok, tout droit, tout droit. Ah, et voilà notre grand moyen de transport. Dès leur arrivée, les rebelles rwandais ont pillé nos minéraux. Voilà ton sac, grand-mère. C'est trop lourd. Tu veux te tuer? Prends soin de toi, où que tu ailles. À l'époque, au moment du boom de coltan, 1 kilo coûtait $100. Alors tout le monde s'est mis au coltan. C'était pendant la guerre. Toutes les mines dans la brousse étaient contrôlées par les rebelles. Des avions de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda venaient directement et atterrissaient dans ces petits aéroports. On les a vus.
Je me suis dit, ok, maintenant je suis au Congo, dans mon pays. Je connais des gens qui peuvent m'aider à tuer ces gens. Je suis allé les chercher, mais Dieu m'a aidé. Je ne les ai pas trouvés. Une fois dans ma vie, j'étais prêt à tuer, vous voyez. Et à la fin, j'ai compris que notre haine ne détruit pas nos ennemis, mais elle nous détruit nous-mêmes. On se perd dans nos pensées, c'est ce qui m'est arrivé. Je me détruisais et je détruisais aussi mes enfants. Parce qu'ils avaient besoin de moi pour être forts, ils avaient besoin de tout mon amour. Alors j'ai commencé à prier Dieu de me donner la force de pardonner et d'oublier. C'est là que j'ai commencé à revivre. J'ai commencé à blaguer, à jouer avec mes enfants. Et mes enfants ont commencé à changer complètement. Il a fallu peut-être 5 ou 6 ans avant que je retrouve les forces pour vivre. Ce n'était pas facile, mais il n'y avait pas d'alternative. Tu as un câble cassé ? Oui, pas de problème pendant la montée, mais là il s'est cassé. Pas de chance. Cette route a été construite par les Blancs qui dirigeaient la Sominki. C'est loin des mines ? Des mines? Oui. Il y a beaucoup de mines là-bas. Je sais que près du village, il y a beaucoup d'endroits où les gens creusent la terre en quête des minéraux. Il n'y a pas de singes dans les parages ? Il y en avait avant, mais ils sont tous partis. Ils ont peur des coups de tir. Je n'emmène jamais les gens marcher ici. Je pousse la moto lentement, comme ça. J'essaie de faire face à la mauvaise route, aux mauvaises choses en général. Notre problème maintenant, c'est la moto derrière. Je suis fatigué. Quand je suis rentré du Rwanda après le génocide en 1994, j'ai commencé à travailler pour la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. À cette époque, il y avait la guerre partout. Partout on tuait les gens et la MONUSCO ne pouvait rien faire. Pourquoi ? Vous avez le mandat seulement pour observer. Vous n'êtes pas là pour vous mêler aux problèmes congolais. Donc, une base de la MONUSCO pouvait être là, et à 200 mètres, on peut tuer des gens. Ils ne bougeaient pas de leur base pour protéger la population. J'étais responsable du contrôle des dégâts pour toutes les conneries qu'ils pouvaient faire. J'étais là pour le nettoyage, parce que j'étais congolais. Et je devais expliquer ça à mes compatriotes congolais. Mais à un certain moment, je ne pouvais plus expliquer quoi que ce soit. Je sentais que je gagnais beaucoup d'argent sur le sang de mes compatriotes congolais. Et puis j'ai démissionné. Je gagnais 4 500 $ par mois. Et tout le monde me disait, mais t'es fou! Mais ils ne pouvaient pas imaginer ce que je ressentais. C'est pour ça que je suis parti. Après que j'ai démissionné de l'ONU, je suis devenu fixeur. Tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui. Tu continues à parler de la Bible, mais personne ne connaît la vérité. Je ne crains que Dieu. Non, tu n'as pas peur de Dieu. C'est quoi ma faute maintenant? Si tu craignais Dieu, tu n'agirais pas de cette façon. Tu joues pour la caméra, mais tu triches toujours. Joue.
Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'appelle Wassa Mokengu. J'ai une femme et 7 enfants. Je vis ici alors que ma femme et mes enfants vivent à Bukavu. D'ici à Bukavu, il y a 330 km de route. C'est à peu près 7 jours de marche. Je prends l'avion pour leur rendre visite 2 fois par an. Je ne peux pas me permettre de voyager plus souvent. Eh, les motards, vous avez votre propre nourriture. Pourquoi vous êtes tous venus ici? Mange doucement. Ne vous précipitez pas pour qu'ils ne voient pas que nous avons si peu de nourriture et que nous avons faim. C'est sûr, je me sens très mal sans ma famille. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je gagne de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Si je leur rendais visite 3 ou 4 fois par an, on n'aurait pas de quoi manger. J'appelle ma femme et quand je l'appelle, les enfants veulent toujours me parler. C'est ça notre vie. Je suis le seul à apporter de l'argent. Regardez, il y a le superviseur et son manager. Ils n'ont même pas de jeep. Demain, on va aller à la mine coopérative que je supervise. C'est moi le patron là-bas. Ces mines sont passées de génération en génération. Je ne peux pas les abandonner. Cassitérite, coltan, or, wolframite, diamant, tourmaline, tout y est. On a encore beaucoup de marche à faire. Quelqu'un a pris de l'eau? Quand est-ce que vous allez terminer cette route? L'eau, elle est propre. Pas de microbes. Ah, j'espère que le prix du coltan augmentera cette année. On travaille pour rien. Je suis pas sûr qu'il puisse passer par cet arbre. Les déchets vont dans le chariot, on ajoute de l'eau, on le déplace vers la ligne et l'eau le rince. Je garde le niveau d'eau élevé pour m'assurer que la cassitérite ne roule pas vers le bas. Ici, nous avons du coltan et de la cassitérite. Nous les mettons dans un sac, les ramenons chez nous et les faisons sécher. Après, nous les séparons en utilisant un aimant. La cassitérite et le coltan sont collectés séparément. On a toujours faim. On fait ça pour que nos enfants ne meurent pas de faim. Par exemple, les gens ici viennent de Tchonka. Ils se réveillent à 4 heures du matin, marchent jusqu'ici, puis rentrent à pied. Il n'y a pas de transport. Pas de transport. Ici, on se fait constamment avoir. Nous vendons 1 kilo pour $6. Nous essayons d'extraire 10 à 20 kilos par jour. Nous n'avons pas la force de faire plus. Quant à notre équipement, tiens, donne-moi une pelle. Certains des outils que nous utilisons pour creuser sont très vieux. Ils sont sur le point de casser. Pour acheter une nouvelle pelle, j'ai besoin de miner 10 kilos. 10 kilos pour une pelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette région? C'est notre destin. Celui qui n'est pas assez fort rejoint l'armée ou les gangsters. Mais les forts travaillent ici. Pendant la colonisation, les colons contrôlaient toutes les concessions. En 83, 84, on a pris le contrôle sur les activités minières. Avant, si les Belges attrapaient quelqu'un dans la mine, la personne allait directement en prison.
Pour être honnête, les choses n'ont pas vraiment changé. Ce sont toujours les étrangers qui en profitent. Alors que nous sommes toujours aussi pauvres. Même si on n'est plus des esclaves non rémunérés, on gagne quand même très peu d'argent. Sais-tu combien ton père ou ton grand-père gagnait à l'époque? Ils étaient payés avec du sel, des vêtements. Oui, du riz. Oui, du riz. Du riz, et parfois ils n'avaient rien. Parfois, au lieu de payer, on réduisait juste le montant de leur dette alimentaire. Nos ancêtres ne savaient pas que les minéraux avaient de la valeur. On s'en est rendu compte que récemment. Mon mari a travaillé pour eux presque jusqu'à sa mort. Il n'avait pas de pension. Tout ce que j'ai maintenant, c'est une minuscule cabane près du village où nous vivons ensemble. Je m'appelle Moguichou. J'ai fait ça pendant toute ma vie. C'est des déchets, pas du coltan. Cette bande magnétique attire le coltan. Je le sépare des déchets. Après avoir obtenu les minéraux, nous les traitons et séparons le coltan. Nous les mettons dans des sacs et nous envoyons les minerais à Bukavu en avion. Personne ne nous dit où on les envoie après cela. Souvent, ils disent que le prix a changé ou a chuté. Je peux faire $50 par mois, parfois même pas. Bien sûr, les Blancs tirent tous les avantages de nos minéraux. Imaginez, $50 par mois. Comment répartir cet argent? Nous faisons des pertes, mais pas eux. Comment faire pour payer la scolarité, la nourriture, le transport ou les médicaments pour vos enfants? Ça fait à peu près 1 kilo. Plus que ça. Il faut être agile et on ne peut pas survivre sans s'endetter. J'ai travaillé avec des Blancs. Le dernier venu du Canada. Mais quand la guerre a commencé, il est parti et je suis resté seul. Tous les Blancs sont les mêmes. Celui qui vous donne un travail et de l'argent est une bonne personne. Mettez les sacs sur le vélo. C'est bien moi. Vous filmez. Arrêtez, vous n'êtes pas autorisé à filmer ici. Arrête de filmer, je te dis. Comment tu vas, mon ami? Est-ce que je peux essayer, s'il te plaît? Oui, bien sûr, essaye. Pouvons-nous monter, s'il vous plaît? Et seulement 2 à la fois. Nous voulons monter aussi. Il n'y a pas que. Allons-y vite.
Suivons-les. Imagine le pelleteur. Ce sont des gars qui n'ont jamais été à l'école. Vous pouvez voir qu'ils sont dans le village, dans une région éloignée. Il n'y a pas de télévision. Bonjour. 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 Comment allez-vous, monsieur? Bien, merci, et vous? Merci, je vais bien. Allez, bon courage. Non, madame, c'est interdit. Ok, bonne nuit, messieurs. Ils ne voient pas la situation dans son intégralité. Ils savent que ce sont les pays européens, les pays occidentaux qui viennent ici, qui prennent nos minéraux. Ils savent, mais ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Si une société vient ici, ils vont vous donner un salaire. Mais ce salaire est misérable, comme auparavant, comme à l'époque des Belges. À la fin, vous vous dites, mais d'où viendra la solution? Parce que c'est le système. C'est le système maintenant. Comment le changer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettez de la lumière ici. Tout ce qu'il faut pour commencer une matinée à Goma. Maintenant, on le micro, vous allez sur la météo. Il fait 15 degrés Celsius en ce moment avec une chance de pluie minime à 12%. Le Conseil national de l'ordre des avocats a décidé depuis lundi d'annuler les élections qui opposaient Maître Kitoga Siling à la tête du barreau de Goma et ont tranché pour un deuxième tour des élections. La dernière assemblée générale des avocats a été jugée irrégulière. Benja, au revoir. Au revoir tout le monde. Salut. Salut, papa. Je te bénis. Allez, je vais au travail. J'espère que tout ira bien, papa. Nous avons opté la date du 31 juillet comme date de la fin de l'enrôlement sur l'Assemblée territoriale nationale, la date du 30 octobre 2017 comme date de la candidature des trois scrutins combinés, présidentielle, législative nationale et les provinciales. C'est tout ce que vous avez extrait hier? Hier ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Vous avez cassé ce gros rocher? Ouais. Nous avons attendu les 15 dernières années de son règne et rien n'a changé jusque-là. C'est mieux que la guerre, mec. Aujourd'hui, on peut avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour nos enfants. Quand il y a la guerre, c'est pas possible. Personne ne peut nous sauver maintenant. Je te sauverai bien, mais je n'ai pas de sponsor. De plus, qui va garantir la sécurité de ma famille? C'est sans fin. Nous ne gagnerons rien si ce président reste au pouvoir. Les Blancs vont rentrer dans le jeu politique et le tueront. On ne sait jamais ce qu'ils ont dans leur agenda. De toute façon, les Blancs élisent nos présidents, ils les mettent au pouvoir. C'est ça notre vie. Il y a une seule entrée, mais à l'intérieur, il y a 4, 5 ou 6 puits.
D'abord, 2 hommes descendent. Et quand ils sont trop fatigués, 2 autres descendent à leur tour. Comme ça, on peut travailler presque 24 heures d'affilée. Apporte les haricots. Je vais leur montrer ce qu'on mange. Apporte tout, sans couvercle. On est 7 à travailler ici. Aujourd'hui, on n'a que des haricots, tu vois. Tous les jours, on perd du poids. C'est organique, c'est bio, avec des microbes et tout. Les microbes ne tuent pas les mineurs. Ces femmes là-bas, elles viennent ici acheter des minéraux de qualité inférieure. Elles apportent de la nourriture en échange, du maïs, de la farine et des haricots. Et quand nous avons 5 $, nous les leur donnons et elles ramènent de la nourriture plus tard. Passe-moi ces sacs là. On peut pas travailler sans ça. Vous voyez ce sac? Il coûte 30 cents. Je peux pas les payer. Donc je les emprunte à un ami parce que je peux pas travailler sans les sacs. Et si je trouve pas de minéraux et que je ne peux pas lui rendre ce que je lui dois, je peux appeler la police pour m'arrêter. Regardez, on extrait des minéraux pour les blancs. Après, on les récupère et on les vend à Bukavu. On va dire qu'en arrivant, on pensait qu'on les vendrait 10 $ le kilo. Et eux, ils nous disent que le marché s'est effondré à Londres. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Londres. Alors maintenant, ils ne peuvent payer que 4 $ le kilo. Et moi, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas un pantalon propre? Ceux-là sont tous sales. Ôte tes mains de mon matériel. Tu enfiles tout ce que tu vois. C'est à toi? Oui. Emprunte cet argent à quelqu'un d'autre si possible. Je suis à la mine pour régler le problème, alors emprunte maintenant. Et où est le marteau? D'accord, on y va. Regardez, c'est un très long couloir d'accès. On abat ce mur ou on va plus bas? Non, on descend encore. On peut avoir une torche normale? Celle-là n'est pas assez forte. Regardez, nous attaquons ce rocher avec nos dernières forces. Et ce, en ne mangeant que des haricots. C'est un rocher solide. Allez, verse de l'argent sur moi. Peut-être que nous devrions aller plus bas. Non, il faut juste taper plus fort. Eh oui, c'est l'argent qui est en jeu, on est là pour ça. On peut s'installer ici et marteler pendant 2 jours. Tu penses que dans 20 ans, on aura fini? Ou qu'il me faudra encore 20 ans pour en finir avec ce rocher? J'ai déjà 50 ans. Et c'est toi le rapide. J'aimerais que ça rapporte de l'argent. Peu importe combien nous travaillons, le prix reste le même. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Oui, ça y est. Regardez le caméraman, il a cogné sa tête. Maintenant, il comprend comment on souffre. Quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable.
une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, le diamant. On a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. Ça fait 60. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc, nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France veut acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Alors, s'ils parlaient d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? C'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Il faut réveiller les populations. Et puis, bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures de santé potables ou des écoles. Voilà. Je vous cite, « Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement blanche et ils y réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qu'est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, bon, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala, au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain. Donc nous avons le droit de bouger, mais notre place, c'est en Afrique. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous n'êtes pas maître chez vous, encore? On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis. On a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à toute cette situation. Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, le diamant. On a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Congo, une région dont on ne parle plus beaucoup. Et pour cause, l'insécurité dans la région limite l'accès des médias sur place. C'est une véritable crise humanitaire qui a lieu. Des centaines de milliers de Congolais sont forcés de quitter leur village pour fuir les exactions des bandes armées. Je me suis rendu dans l'un de ces camps de déplacés internes du Nord Kivu, un camp où aucune télévision ne s'était rendue auparavant. Un reportage que j'ai réalisé avec Arthur Gillet et Renaud Iwa. Sur les hauteurs du Nord Kivu, c'est un convoi ultra sécurisé qui nous emmène ce jour-là. 2 véhicules tout-terrain avec connexion satellite, car en cas de panne d'un véhicule, l'autre doit prendre le relais.
Pas question de rester bloqué dans une région où les groupes armés sévissent violemment depuis plusieurs années. Notre objectif, remonter depuis Goma vers le nord Kivu pour nous rendre dans le camp de déplacés de Mungote, une zone effacée des radars médiatiques. Généralement, on va dans des endroits beaucoup plus proches de Goma, mais là, c'est la première fois qu'un média international se rend à l'intérieur de la province pour rencontrer des personnes déplacées internes. Pourquoi, selon vous, les médias se désintéressent ou peut-être ont peur parfois de se rendre dans ces endroits? C'est vrai que la zone a été pendant un moment très insécure et donc on ne pouvait pas encourager les médias à aller à la rencontre de personnes déplacées dans des zones où la sécurité n'était pas sûre. Aujourd'hui au Congo, 800 000 personnes sont déplacées. Des Congolais qui quittent leur village à la recherche d'un peu de protection, terrorisés par les groupes armés qui volent et violent en toute impunité. Après de longues heures de route, nous arrivons dans un de ces camps de déplacés internes. Sous nos yeux, Mungote, 15 000 réfugiés dans leur propre pays. Ce jour-là, tous se sont réunis dans ce grand terrain vague. Ils attendent ce moment depuis plus d'un mois, la distribution des vivres. Problème, seule une personne sur 5 aura accès au très convoité ticket de rationnement. Il faut prioriser la demande. Les plus vulnérables obtiennent un sac de farine, comme on gagne à la loterie. Ça fait un mois que j'attendais ça. Je suis très heureuse. Je vais manger en très petite quantité pour que ça puisse tenir pendant un mois. Les plus chanceux obtiennent de la farine, des lentilles, de l'huile et des haricots. Mais l'immense majorité ne reçoit rien. Les conflits au Moyen-Orient ont poussé certaines ONG à quitter le Congo pour rediriger leur aide, évitant ainsi une zone du Kivu de plus en plus dangereuse. Résultat, derrière ces cordes, 80% de déplacés sont contraints d'assister affamés à la distribution des denrées et certains ont du mal à cacher leur frustration. J'attends avec toutes ces personnes, mais nous on ne reçoit pas à manger. C'est anormal que des personnes reçoivent et d'autres pas. C'est comme si nous, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'eux. Il y a la faim qui ronge, mais pour les plus petits, il y a ce furieux besoin de retrouver une vie d'enfant l'espace de quelques instants. Je les vois soulever furtivement les cordes pour chipper quelques petits bouchons. Dans un monde sans jouets, on les invente. Nous fabriquons des petites voitures avec ces bouchons, pour jouer quand nos parents nous laissent un peu de temps, car nous devons les aider aussi. Et quand je leur demande ce qui leur ferait le plus plaisir, la réponse est surprenante, de maturité. J'aimerais qu'il y ait la paix dans notre pays, pour pouvoir retourner à l'école. En attendant, ces enfants grandissent en manque de tout. Un dénuement absolu qui pousse certains à rejoindre les rebelles, qui pourtant les terrorisent tant. C'est des points faciles puisque ces enfants n'ont rien à faire et quand ils arrivent à un certain âge, entre 15, 16 ou 17 ans, et qu'ils ont des promesses pour avoir un peu de sous, pour s'occuper de soi, oui, ça devrait être des proies très faciles pour intégrer les groupes armés. Pour l'heure, la distribution est terminée. Le camion peut repartir. Nul ne sait quand aura lieu la prochaine livraison. 1 mois, 2 mois, peut-être plus. Il est temps pour moi de pénétrer dans le camp. Des centaines de huttes de fortune dans une roche volcanique qui noircit plus encore le triste décor. Sur les hauteurs du Kivu, la pluie est souvent au rendez-vous. Alors une vieille dame m'invite dans sa case pour me protéger. Elle vit là avec ses 3 petits-enfants, quelques bûches pour se réchauffer, une couverture sur un tas de pierres fait office de literie. Avant, j'avais mon propre champ. Mais aujourd'hui, à cause des rebelles, je ne peux pas y retourner. Si la paix revient, nous repartirons chez nous, car ici, il n'y a rien à manger. Nous n'avons pas de vêtements, nos toits percent. Nous n'avons même pas de bâches pour nous protéger. Ainsi passent les jours, lentement, amèrement, et sans jamais la moindre lueur d'espoir quant à l'avenir. Les oubliés du Congo n'ont d'autre choix que de subir ce quotidien douloureux. Alors parfois désespérées, certaines jeunes filles décident de vendre leur corps pour quelques centimes. Cette grand-mère porte sur le dos un enfant qui n'est pas le sien. Pour moins d'1 euro, sa fille a vendu son corps. L'adolescente a abandonné l'enfant non désiré et quitté le camp. Depuis, cette vieille dame erre seule,
à la recherche d'un peu d'aide pour le bébé orphelin. Il ne marche pas. Il ne parvient même pas à se mettre debout. Vas-y, tiens-toi debout. Mais chaque fois il tombe et il rampe à quatre pattes. Cet enfant me rend folle. Lorsque ma fille est tombée enceinte, elle n'avait que 14 ans. Elle a accouché et après seulement 3 mois, elle est partie et m'a laissé le petit. Elle m'a demandé de l'amener là où des Blancs pourraient s'occuper de lui. Mais là, je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire. C'est ainsi que de nombreux bébés indésirés voient le jour sur le camp. Et la prostitution n'est qu'un facteur. L'autre, ce sont les viols. Dans un contexte d'absence totale de sécurité, les viols ont explosé au Congo. À l'abri des regards, je me rends dans la hutte d'une adolescente qui me dit vouloir témoigner. Elle n'a que 15 ans, mais son destin est déjà brisé. Le bébé qu'elle tient à ses côtés est le fruit d'un viol. Elle se souvient du jour où tout a basculé. J'étais partie chercher du bois et en chemin j'ai croisé ce garçon qui cultivait dans un champ. Il m'a attrapée, il m'a jetée par terre et il a déchiré tous mes vêtements. J'ai crié, mais personne ne m'a porté secours. Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai dit à mes parents. Mais comme je ne connaissais pas l'identité de mon agresseur, ils m'ont demandé de me taire et de ne rien dire. Depuis ce viol, je ne vais plus à l'école. J'ai accouché par césarienne à l'heure de pluie. Je ne peux plus rien porter de lourd. Je n'ai même plus la force d'aller au champ. Je n'ai pas d'argent pour faire un peu de commerce. Donc je suis inutile. Et c'est ce qui me dérange le plus. Les mots manquent pour qualifier la tragédie qui touche en ce moment les oubliés du Nord Kivu. Un sentiment d'injustice d'autant plus grand lorsqu'on constate que tout autour des camps, il y a des hectares de terres cultivables auxquels ils ne peuvent pas toucher car elles appartiennent à de riches propriétaires privés. Avant de partir, je croise un dernier paysan. Il vient de marcher 5 heures aller-retour pour découper ces quelques feuilles, les seules qu'il a le droit de récolter. Je rentre de mon village, celui que j'avais dû quitter. Nous sommes nombreux à faire l'aller-retour en journée, mais nous ne pouvons pas y rester. Mon village me manque, mais à cause de tous les bandits qui nous pillent, nous sommes obligés de revenir au camp tous les jours. Alors pour manger, il faut marcher. Sa femme est malade, l'homme s'occupe seul de ses 4 enfants. Dans un tel contexte de survie, qui pense encore à la politique ? La grande majorité des déplacés ne sont pas recensés. La plupart n'ont même plus de documents d'identité. L'élection présidentielle semble bien éloignée de leurs préoccupations quotidiennes, eux qui pourtant auraient tant de choses à revendiquer. Le gouvernement nous a complètement délaissés. Car si les autorités étaient présentes, on serait chez nous depuis longtemps. Mais vu qu'il n'y a pas de gouvernement, on reste ici. Quel sera l'avenir des oubliés du Congo? Ces centaines de milliers de réfugiés dans leur propre pays. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui n'ont d'autre choix que de survivre au quotidien. Des Congolais dont les voix s'éteignent loin, très loin, du regard de l'Occident. Donc banakutanaka batu biko nao deja senye biko nazo banayuwa kwenye wanaweka machembe nika mtapita na mahema bichinta byoshe mahema njo marto babone kuba jiwe baba mole hano
kumura bwenye kubagira baba sabantu amarwe ana mumeko yuli akiri mulori mumubenga mwamumo kwirwendi amuyumve ni okuri byajegera umwana muhemfuranga mpuriya mureka umwana muhemfuranga mpuriya mureka bwa muyiha anadahirezo ili adiwomeke koni agaliyiha no mungu hakuna kitu kile kungasiyiposo bakaisha kani ubuhika abantu gahwebo uhika bawuse Ils viennent avec des armes. J'ai causé avec mes cousins de rescapés ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte qu'au moins chacun de ces brigands était armé avec une arme. Mais ils n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà les genres d'armes qu'ils ont utilisées. Ça. Vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est le sang. Tu peux survivre. Hein? Donnez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des couteaux. Ça aussi. Oui? Tu peux survivre à ça. Bon, s'ils sont là, dans ce genre de situation, que ce soit les Interahamwe, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont rwandophones. Pour le moins, ils sont tous rwandophones et ils ont un même objectif, faire du mal. « 29 morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village car de nouvelles attaques ont été annoncées.
Donc wanakutana kama watu liko nao deja. Sasa hivi iko nazo banaiwa kwenye wanaweka machembe. Mtu mtapita. Na mahema bicinta yosh. Mahema ndio marto. Robeni kubajiyo ndama mole hano. Kumura bweni kubajire baba sabantu amarwe. Hana mumeko yuli hakiri mulori. Mumubenga mwamumo kwirwendi amuyumveni. Okuri byajegera. Umuntu anamuhemfuranga mpuri yamureka. Umuntu anamuhemfuranga mpuri yamureka bwa muyita anadahirezo. Ehi adiyomeke koni agariye no muntu. Hakuna kitu kile wanasema. Kama hano nile kwa kukarasa sio kubagaluka bo kungasi iposo bakaisha kani ngubuhika abantu gahwebo wikaba use Ils viennent avec des armes. J'ai causé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte qu'au moins chacun de ces brigands était armé avec une arme. Mais ils n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà les genres d'armes qu'ils ont utilisées. Ça. Vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un. Ça, c'est le sang. Tu peux survivre. Hein? Donnez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des couteaux. Ça aussi. Oui? Tu peux survivre à ça. Bon, s'ils sont là, dans ce genre de situation, que ce soit les Interahamwe, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont rwandophones. Pour le moins, ils sont tous rwandophones et ils ont un même objectif, faire du mal. « 29 morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village car de nouvelles attaques ont été annoncées. Não!
Donc wanakutana kama watu yuko nao deja. Sasa hivi iko nazo mbele bana yuko kwenye wanaweka kama chembe. Nika mtapita. Nika kujua. Sio kubwa shule. Na mahema bichinta yosh. Mahema ndio marto. Rubeni kuba jiyo dama mole hano. Kumura bweni kuba jire baba sabantu amarwe. Hana momeko yuli hakiri mulori. Mumubenga mwamumo kwirwe ndi amwe ni. Okuri byajegera. Umuntu anamuhemfuranga mpuri amureka. Umuntu anamuhemfuranga mpuri amureka bwa muyita anadahirezo. Iri aziyomeke koni agari yita no muntu. Hakuna kitu kile wanasema. Na wanasema kama hano nile kwa kukarasa sio kuba galuka bo kunga si iposo bakaisha kani ngubuhika abantu bahwebo kuhika bawuse Ils viennent avec des armes. J'ai causé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte. Polémique Nabandi et Sili. Polémique Nabandi et Sili.
Polémique na bandi esili. Mm-hmm.